Bien, après avoir vu dans la partie précédente les territoires qui étaient particulièrement en marge de la mondialisation et notamment les pays les moins avancés qui cumulaient des difficultés en termes de qualification de la main-d'œuvre, en termes d'instabilité politique, en termes d'enclavement, eh bien, ici, nous allons voir dans un petit B qu'il y a des marges et des périphéries, mais à toutes les échelles, et notamment à l'échelle nationale. Euh, Notamment donc à l'échelle des États, et c'est pas par hasard que je vous ai mis la carte que vous trouvez page 155, hein. La Chine, un territoire à plusieurs vitesses. Donc à l'échelle des États, hein, on voit que certaines parties peuvent être beaucoup plus intégrées à la mondialisation que d'autres. C'est tout à fait le cas de la Chine, hein, la région littorale donc de l'Est, qui appartient à la première façade maritime mondiale, qui est reliée à des flux la connectant à la mondialisation, est une région littorale dynamique, très intégrée à la mondialisation, avec des villes comme Shanghai, Beijing, donc Pékin, Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen, les ports de Shenzhou. Donc, une région très intégrée à la mondialisation. Ensuite, on a la Chine centrale. Donc, on parle de périphérie intérieure, de plus en plus intégrée à la mondialisation, donc qui est en voie d'intégration. Par contre, la Chine de l'intérieur, qui est une Chine plutôt montagneuse, hein, le sud-ouest de la Chine, et c'est l'Himalaya en fait, il est en marge de la mondialisation. Le nord-ouest, c'est le désert de Gobi, donc ce sont des zones désertiques ou montagneuses, enclavées, donc loin des littoraux, parce que la Chine est un immense pays, et donc qui sont en marge de la mondialisation. Bon, Pékin essaye d'agir, hein, de développer les provinces de l'intérieur, mais pour l'instant, évidemment, on parle souvent d'une Chine à trois vitesses. C'est pour ça qu'on parle d'un territoire à plusieurs vitesses. Donc, à l'échelle des États, il y a des cassures, donc y compris au cœur d'un État comme la Chine, qui est pourtant cité souvent comme l'État comme exemple d'État au cœur de la mondialisation. Alors des cassures, quand je vous dis qu'il y en a à toutes les échelles, il y a des cassures par exemple entre les villes et les campagnes. Évidemment, les villes sont plus intégrées à la mondialisation que les campagnes. Pas forcément qu'en Chine, hein, dans beaucoup de pays. Il suffit de prendre, je sais pas moi, même l'échelle, j'ai envie de vous dire du Limousin. Limoges va être plus intégré à la mondialisation du fait qu'il y ait les technopoles, qu'il y ait Legrand, qui est une firme transnationale, qui est la porcelaine que évidemment certaines régions du fin fond de la Corrèze, de la Haute-Corrèze ou du plateau de Mille Vaches en Creuse. Donc il y a une cassure ville-campagne, il y a une cassure entre les régions accessibles, notamment les régions littorales, et les régions enclavées. Et toutes ces cassures finalement sont assez bien illustrées par l'exemple qu'on a vu, hein, la Chine. Par exemple, pour vous donner quelques chiffres, le revenu de la population des villes littorales, donc par exemple Shenzhen, Hong Kong, Shanghai, Beijing, eh bien il est trois fois plus élevé que celui des campagnes intérieures. Donc vous gagnez trois fois plus. Donc, pour un Chinois à Shenzhen qui va gagner 3000 euros, je dis n'importe quoi, eh bien, un Chinois d'intérieur va en gagner 1000 pour finalement le même travail, évidemment, hein. On retrouve la même dichotomie, si vous voulez, au Brésil. Les villes du sud-est, Sao Paulo, Rio, vont concentrer beaucoup plus de richesses que les populations de l'intérieur. Par exemple, si vous allez à Manaus, la capitale de l'Amazonie, par exemple, si vous allez à Recife dans le nord-est, ce sont des villes qui sont évidemment beaucoup moins riches que Sao Paulo, qui est une métropole de rang mondial, hein, par rapport à d'autres villes qui vont être moins intégrées à la mondialisation. Si on prend par exemple le cas d'un autre pays asiatique, le Vietnam, qui est un pays moins avancé, hein, donc un pays PMA d'Asie, eh bien, deux villes du Vietnam, Ho Chi Minh, euh, Ho Chi Minh, donc l'ancienne ville de Saigon, donc la partie sud du Vietnam, et Hanoï, la partie nord, eh bien, ces deux villes concentrent 70% des investissements directs de l'étranger. C'est-à-dire que les entreprises étrangères qui investissent au Vietnam investissent majoritairement dans ces deux villes. Et vous voyez que tout le reste du Vietnam se partage seulement 30% des investissements étrangers. Donc on voit bien une différence entre les villes et le reste de la campagne.
En France, on peut prendre le cas des territoires qui sont en voie de désindustrialisation dans le nord, par exemple. Aux États-Unis, vous avez la région des Grands Lacs, qui est pareil, une région en voie de désindustrialisation, donc qui est en train de perdre de la vitesse, car certains territoires qui étaient avant acteurs de la mondialisation, comme justement le nord de la France, comme la région des Grands Lacs aux États-Unis, comme les Midlands anglais autour des villes de Leicester ou Newcastle, comme la ville de Leipzig en Allemagne, ou Liverpool en Grande-Bretagne, grande ville portuaire, eh bien, ces villes peuvent, entre guillemets, être déclassées, c'est-à-dire perdre de l'influence, perdre de la population, perdre des industries, et finalement passer d'une situation où elles étaient actrices de la mondialisation à une situation où finalement elles deviennent un peu des territoires en marge. Alors la ville la plus emblématique de cela, c'est la ville de Détroit aux États-Unis. Donc Détroit, c'est une ville dans le Michigan, hein, près des Grands Lacs. Et on appelle ces villes des shrinking cities. Shrinking cities, ça veut dire, la traduction, ce sont des villes rétrécissantes. Alors, villes rétrécissantes, c'est pas parce qu'elles ont suivi le régime, je sais plus comment il s'appelle, celui qui parle tout le temps à la télé, comme j'aime. Non, ville rétrécissante ou ville en déclin, c'est tout simplement parce que ces villes ont connu un rétrécissement urbain, alors qu'on parle toujours de croissance urbaine. Et bien là, au contraire, la ville a tendance à se réduire hein, en termes de construction. Il y a des constructions qui sont détruites, donc rasées. Donc la ville, au lieu de s'agrandir, a plutôt tendance à réduire. Ce qu'on appelle le shrinkage, ce qui vient de shrinking, hein, le shrinkage, donc ce rétrécissement, donc il touche les villes d'un point de vue démographique déjà, par la perte de population. Ces villes perdent de la population parce que ben, l'emploi industriel disparaît, donc ben, des populations partent pour aller chercher du travail ailleurs. Donc il y a une perte de population. Il y a une perte évidemment d'activité, hein, il y a une perte de fonction, il y a une perte de revenus, d'emplois. Il y a également un rétrécissement dans le domaine social avec un développement de la pauvreté urbaine, du chômage, de l'insécurité. Cela montre que à l'échelle des villes, une ville peut être actrice de la mondialisation et puis tout d'un coup se retrouver un petit peu en marge de la mondialisation. Donc, entre guillemets, les positions sont pas figées, gravées dans le marbre, comme on dit. Alors, si on va encore, on descend d'un cran encore au niveau de l'échelle, hein. Si on va maintenant à l'échelle carrément métropolitaine, c'est-à-dire on s'intéresse à la ville en tant que telle, ben, il y a des territoires évidemment marginalisés, hein, vous le savez, hein, y compris dans les métropoles puissantes, hein, je veux dire, il y a des territoires qui sont plus marginalisés. On le sait, par exemple, à Paris, hein, qui est l'une des villes les plus puissantes du monde, l'agglomération parisienne. Et vous savez très bien que si vous allez en Seine-Saint-Denis, dans certaines banlieues, ce sont des territoires qui sont en marge de la mondialisation, car loin des axes de transport, peu attractifs pour les firmes transnationales, du fait d'une très forte insécurité, du fait d'une population qui est sous-diplômée par rapport à la moyenne nationale, etc. Mais si on s'intéresse vraiment à l'échelle métropolitaine, les exemples les plus caricaturaux, ce sont vraiment les métropoles d'Amérique du Sud ou d'Afrique, hein, avec des quartiers spontanés périphériques qui sont totalement marginalisés, hein. Donc ça va être bah, les favelas au Brésil, par exemple, ou les bidonvilles en Afrique. Je peux penser à Lagos, par exemple, ou à Nairobi au Kenya. Donc Lagos au Nigeria, Nairobi au Kenya, le Caire en Égypte. Donc vous avez des quartiers spontanés périphériques qui sont totalement marginalisés, sans tout à l'égout, sans électricité courante, sans l'eau courante, construits de briques et de broc. Bon, vous voyez tous à quoi ressemblent les bidonvilles. Alors que à quelques kilomètres, il peut y avoir de puissants CBD, donc des centrales business district, des quartiers d'affaires qui vont s'affirmer avec des buildings pour montrer leur appartenance à la mondialisation, avec des quartiers d'affaires, des bureaux, des assurances. Donc on a vraiment eh bien, des mondes très différents qui se côtoient au sein de ces métropoles des pays du Sud, notamment d'Amérique du Sud et d'Afrique.
Donc évidemment, il y a une forte ségrégation socio-spatiale qui est visible dans l'espace, hein, avec la construction notamment de gated communities, donc de communautés fermées, de quartiers fermés, surveillés, ultra protégés. On a l'exemple de la cité Paraíso Police, à Sao Paulo, où vous savez, vous avez ce quartier de riches, avec chacun sa petite piscine privée, qui côtoient une favela. Ils sont séparés par un mur d'enceinte pour protéger, entre guillemets, les riches de ces pauvres qui voudraient leur prendre leur richesse. Alors, si on veut s'intéresser à un pays développé, on peut prendre par exemple l'exemple de Londres, hein. Donc à Londres, ben, on a des quartiers effectivement très riches, hein, puisque Londres est un haut lieu de la finance mondiale. Donc les quartiers de la City, par exemple, en jaune. Vous avez des quartiers en bleu de l'économie créative, les médias, la communication, vous avez le pouvoir politique. Et à côté, ben, vous avez des quartiers plus de couleur blanche ou rose. Surtout rose, on vous dit quartier où plus de 30% de la population est pauvre. Donc ici, là, en allant au sud de Newington, et en allant vers Gatwick, on a des quartiers où 30% de la population est pauvre, qui côtoie bah, évidemment une population parmi la plus riche d'Europe et donc la plus riche du monde. Donc on a des quartiers très différents. Ici, Londres est victime de la gentrification, hein. Vous savez, ce phénomène qui consiste à réhabiliter certains quartiers et à chasser la population pauvre pour la remplacer par une population avec des revenus beaucoup plus élevés, hein, provoquant une hausse des loyers. Et on voit ici une carte qui nous montre que, par un code de couleur, que Londres est une ville très inégalitaire, hein. C'est la capitale mondiale des milliardaires devant New York et San Francisco, mais c'est aussi une ville qui compte 27% de pauvres. Donc il y a énormément de milliardaires à Londres, mais il y a aussi un habitant sur quatre qui est pauvre. Donc vous voyez comment on peut remarquer la ségrégation socio-spatiale. Donc ici, par exemple, vous avez le quartier d'Hackney à l'est de Londres, qui est un arrondissement populaire de l'extrême est de Londres, plutôt marqué par la pauvreté et le chômage. On voit ici une maison taguée, un peu délabrée, qui côtoie bah, évidemment l'extrême richesse. Alors je vous en avais pas parlé, hein, mais toujours pour illustrer la dichotomie entre certaines régions au sein d'un même pays, hein. Il y avait aussi l'exemple de la Côte d'Ivoire dans la mondialisation. Le sud de la Côte d'Ivoire, près d'Abidjan, ce sont les principales zones de culture d'exportation, avec une mégapole capitale économique Abidjan, qui elle est reliée au marché mondial, qui dispose du pétrole offshore, donc des hydrocarbures, la présence de ports, et qui cumule les flux de capitaux, de biens et l'exportation de produits, alors que le centre de la Côte d'Ivoire, ce sont des zones rurales marginalisées. Donc on voit bien qu'à l'exemple de la Chine, hein, qu'au sein d'un même pays, on peut avoir plusieurs vitesses. Et pour illustrer les contrastes urbains, bah, vous avez cette image, hein, des bidonvilles à Abidjan au premier plan, hein. Donc vous avez 1 million de personnes qui vivent avec moins de 1,5 $, c'est-à-dire à peu près 1 € par jour. Et puis derrière, vous avez les immeubles, les buildings qui symbolisent l'intégration et la mondialisation. Alors pour finir, nous allons voir en petit 3 les facteurs de hiérarchisation entre les territoires, et avec notamment les stratégies des différents acteurs qui vont contribuer à cette hiérarchisation des territoires. Et le premier acteur qui nous intéresse et qui est l'un des acteurs les plus agissants, hein, dans la mondialisation, ce sont les firmes transnationales qui sont, comme le petit a l'indique, des moteurs de la mondialisation. Et donc pour cela, je vais vous inviter à lire un article sur la firme Samsung que vous connaissez tous et qui est l'auteur de ce magnifique smartphone. Je fais un peu de publicité. Et donc, vous avez 5 questions, du moins 4 questions, pardon, sur la firme Samsung. Donc, vous devez répondre premièrement pourquoi cette firme transnationale coréenne ferme-t-elle ses usines en Chine. Donc, vous lisez l'article, vous répondez à cette question. On corrigera ça vendredi prochain. Quels sont les nouveaux lieux d'implantation de Samsung? Vous en donnez les raisons. Pourquoi la Chine reste-t-elle malgré tout un territoire attractif? Et bilan, en quoi cet article illustre-t-il les stratégies des firmes transnationales? Comment les États s'adaptent-ils? Expliquer la division internationale du travail en Asie-Pacifique. Donc voilà, c'est un petit travail qui va vous occuper, je pense, une petite heure. Vous me faites ça pour vendredi prochain et ça sera parfait, on corrigera ça tous ensemble. Voilà, sur ce, ben, les terminales, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi pour votre devoir. Et puis nous parlerons, nous continuerons ce cours sur la mondialisation vendredi prochain. Voilà, à bientôt.